Donc la première conférence porte, comme vous l'avez vu, sur la géopolitique du numérique, et je vais me permettre d'introduire très brièvement nos intervenants qui seront libres de modifier ou d'amplifier cette présentation à leur convenance. Alors Clotilde Beaumont, vous êtes chercheur au Centre de recherche et de formation Géode et doctorante à l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes notamment spécialiste des questions d'intégration du cloud computing dans les systèmes d'information et de communication militaires. Tariq Krim, vous êtes entrepreneur et pionnier du web français, fondateur de NetVibe, Jolly Cloud et Polite. Vous êtes l'initiateur du mouvement Slow Web, ancien vice-président du Conseil national du numérique. Vous êtes aujourd'hui reconnu comme une voix essentielle des combats pour une politique numérique française respectueuse des intérêts stratégiques nationaux et européens. Vous intervenez également régulièrement dans la presse nationale et dans de nombreux médias avec une audience importante telle que Thinkerview et Bismart. Ophélie Coelho, vous êtes spécialiste en géopolitique du numérique. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau, auteur de nombreux rapports passionnants et salués sur la géopolitique du numérique. Et on peut citer notamment votre rapport intitulé « Les câbles sous-marins, les nouveaux pouvoirs des géants du numérique » ou encore « L'urgence d'une indépendance numérique révélée par la crise sanitaire » et plus récemment « Les États-Unis, les big tech et le reste du monde » qui sont consultables sur le site de l'Institut Rousseau. Jean-Paul Smets, vous êtes coprésident de Clydia, l'Alliance européenne des industriels du cloud, et CEO de RapidSpace, entreprise de cloud de portée internationale avec une forte expérience en Asie, notamment en Chine et au Japon. Vous êtes l'un des fers de lance du combat pour un numérique européen libéré de l'emprise des GAFAM et vous inscrivez dans la défense d'un numérique plus ouvert aux logiciels libres, notamment à travers la campagne Eurolinux dans laquelle vous avez joué un rôle clé. Donc, très brièvement, pour laisser le plus vite possible la parole à nos intervenants, pour cadrer un petit peu le débat, la géopolitique du numérique ne consiste pas simplement, à notre sens, dans l'analyse de l'incrémentation du numérique dans les problèmes géopolitiques déjà préexistants. En fait, le numérique devient à part entière une grille, si ce n'est la grille majeure contemporaine de lecture des faits géopolitiques. Et pour cela, il suffit d'avoir en tête la question des infrastructures, de l'acquisition d'infrastructures clés de communication. Donc on peut penser aux câbles sous-marins dont on a parlé, les satellites, la fourniture aux administrations publiques encore de services cloud comme étant autant d'éléments majeurs d'une politique d'influence sur les autres nations. Et toutes les tensions diplomatiques et géopolitiques majeures que l'on rencontre aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans la question numérique, notamment le rôle de la Chine, qui est aussi profondément lié à la question des terres rares, comme vous le savez, ou bien la question taïwanaise, pour ne citer que ces exemples extrêmement connus. Pour ouvrir la discussion immédiatement, donc je vais m'adresser tout de suite à nos intervenants et je vais leur demander à chacun et à chacune, à tour de rôle, de répondre à cette question d'ouverture. Comment définir dans notre monde contemporain la question de la souveraineté numérique et quels enjeux généraux elle recouvre? Ophélie. Merci Simon pour cette présentation. Alors, moi je vais commencer tout simplement par rappeler que quand on parle de souveraineté numérique, à mon sens, il faut déjà partir de cette idée que dans le monde numérique, comme dans n'importe quelle industrie d'ailleurs, dans le secteur numérique comme dans n'importe quelle industrie, on est soumis à de fortes interdépendances, que ce soit dans le domaine du logiciel, comme dans le domaine de la matérialité du numérique, à la fois au niveau des réseaux, où on a des réseaux interdépendants au niveau mondial, et au niveau aussi des terminaux qu'on utilise, où on a une chaîne en fait d'acteurs techniques, de l'extraction des métaux jusqu'à la fabrication des composants et la fabrication des terminaux, qui fait que forcément tous ces acteurs techniques vont être interdépendants. Donc, de base, on pourrait se dire, s'ils sont tous interdépendants, il n'y a pas de problème. Ils ont tous une dépendance les uns par rapport aux autres, donc ça va bien fonctionner. C'est un peu comme le marché libre. Le problème, c'est que dans cet univers-là, il y a des puissances qui ont trop de pouvoir aujourd'hui, donc qu'on va nommer les GAFAM, qu'on nomme de plus en plus les big tech aujourd'hui, parce qu'elles ont une importance notamment dans le domaine infrastructurel. Et donc, les big tech étant, si on reprend une définition que moi j'aime bien, qui vient d'un sociologue classique pour ceux qui connaissent, qui est donc Marcel Mauss, de dire que la big tech, en fait, est tout simplement un fait social total et qu'elle a aujourd'hui une influence à la fois sur nos sociétés, mais également sur le politique, et évidemment sur notre souveraineté numérique, mais en tout cas, ils ont aujourd'hui une force sur nos sociétés. À partir de là, la souveraineté numérique, c'est quoi? À mon sens, c'est avant tout s'intéresser à ces dépendances numériques, savoir les mesurer et savoir tout simplement rééquilibrer ces dépendances quand elles deviennent critiques pour notre capacité d'autodétermination.
Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, quand on parle de souveraineté numérique, c'est vraiment lutter pour notre capacité d'autodétermination. Et à mon sens, ça passe par la maîtrise des technologies plutôt que par une simple régulation, un simple contrôle des technologies. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans ce haut lieu de réflexion, et puis merci à l'ensemble de ces partenaires. Alors, la question de la souveraineté numérique, d'une certaine manière, elle est dans le débat depuis quelques années. Elle est beaucoup dans le débat depuis les 2 dernières années, puisque la pandémie, d'une certaine manière, nous a d'abord obligés à vivre dans le monde numérique des big tech. On était en permanence sur des Zooms qui n'en finissaient pas, des emails, des chats, des visios, du Clubhouse, de toutes ces technologies dont on se dit, et dont je fais partie des gens qui pensent qu'elles sont assez toxiques pour les individus. En fait, pour échapper au virus, on est rentré dans un monde numérique assez toxique. Alors, quand on parle de souveraineté numérique, chacun a une définition qui lui est propre. Et pour moi, le débat se pose autour de 2 questions principales. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce débat alors qu'on est peut-être en ce moment à J-8 d'une guerre mondiale cybernétique. Je sais, vous avez peut-être dû voir que les serveurs ukrainiens hier ont été disablés, que la Pologne est en émoi, et qu'on a en fait une véritable problématique numérique. Alors, il y a 2 choses importantes. La première, c'est que on a basculé d'un Internet qui était ouvert, contrôlé par les États-Unis, puisque comme vous le savez, l'ensemble des noms de domaine et toute l'architecture du réseau est américano-centrée, mais qui était quand même un Internet ouvert depuis quelques années, à un Internet qui s'est concentré au point qu'il est devenu monopolistique. Et donc, j'aime bien parler d'Internet boîte noire. On est passé de l'Internet ouvert à l'Internet boîte noire, parce que c'est un Internet dont on ne comprend pas d'ailleurs comment il fonctionne. Il faut d'ailleurs comprendre qu'une grande partie du trafic, désormais, est à l'intérieur des data centers des big tech, puisque pour ceux qui font de l'informatique savent que quand on a un serveur chez Amazon et un autre serveur chez Amazon d'une autre boîte et qu'ils doivent échanger des données, ils le font à l'intérieur du service du data center d'Amazon. Quand la majorité des serveurs sont sur Amazon, à partir de là, une énorme partie du trafic se fait à l'intérieur de ces data centers. C'est le cas aussi pour Google, pour Apple, pour Facebook. C'est-à-dire que non seulement on gère des données colossales, on les gère également pour des partenaires, ce qu'on appelle le cloud, mais en fait, on a une concentration de ces données. Et puis, il y a une deuxième question, qui est la question, en fait, du rapport de l'État face à cet Internet monopolistique. On a à la fois la démocratie qui est déstabilisée par les big tech, et il y a aussi la problématique de la protection des infrastructures vitales. On est en train on va le tester dans les semaines et les mois qui viennent. Et je voudrais juste donner faire 2 petites remarques pour vous montrer d'où on est venu et où on va. En 2010, dans un discours assez célèbre, Hillary Clinton parlait de l'Internet comme un outil qui allait abattre les frontières de la censure. Elle parlait notamment de la Chine, mais aussi de l'Iran. Et si on regarde 10 ans plus tard, aujourd'hui, la Chine censure, d'une certaine manière, l'Internet à l'extérieur de son territoire, puisque désormais, quand vous êtes un citoyen chinois et que vous parlez d'une manière qui ne plaît pas au gouvernement chinois sur des réseaux américains, par exemple comme Twitter ou les réseaux sociaux, quand vous revenez en Chine, on vous pose des questions, on vous demande d'effacer les tweets. Vous avez le patron des Houston Rockets, patron américain d'une équipe de basketball américaine aux États-Unis, qui s'exprime sur Twitter, réseau américain, et qui se retrouve avec un boycott. Alors qu'il faut se rappeler que Twitter n'est absolument pas disponible en Chine. Alors, peut-être sous certaines façons, Jean-Paul pourra peut-être en parler plus tard. Donc, se retrouve en fait censuré. De l'autre côté, on a, comme vous le savez, les GAFAM ont été longtemps vus par les États-Unis comme un outil d'affirmation de la puissance. Ça a été le cas de Trump, qui est allé voir Huawei, qui leur a dit maintenant, vous n'avez plus accès aux technologies de Google, on va vous bloquer l'accès aux processeurs de TSMC. Donc, en 2019, Trump utilise la puissance des GAFAM pour, d'une certaine manière, affirmer la puissance américaine. 1 an plus tard, ces mêmes GAFAM ont
déconnecter, déplatformiser, c'est le terme qui est utilisé. Le même président en exercice, c'est quand même, il faut le rappeler, une première. Et donc, on est dans un environnement qui est très mouvant et par rapport à ce qu'on pouvait dire de la souveraineté il y a 2 ans, et j'en conclurai là-dessus, on est maintenant véritablement à un moment où la souveraineté va être testée à la fois au niveau des infrastructures avec les fameuses guerres cybernétiques, mais également cette année avec, vous savez évidemment qu'on est en campagne, et donc on va se poser la question de voir quels seront les équilibres ou les déséquilibres de ces plateformes. Merci, bonjour à tous. Et merci beaucoup aux organisateurs pour leur invitation. Je suis très heureuse d'être là. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets. Alors, comme Simon m'a présenté, donc moi je suis chercheur, donc je viens plutôt du monde académique. Et peut-être que pour essayer d'aborder cette question de la souveraineté numérique, je vais me baser justement sur cette expérience de chercheur. Et c'est vrai que comme j'ai travaillé pas mal au contact des acteurs de la défense et en tout cas dans l'environnement des institutions étatiques, j'ai pu observer un petit peu l'évolution de la notion de souveraineté numérique. Et c'est vrai que ces dernières années, enfin en tout cas en quelques années seulement, je l'ai vraiment vu s'imposer au point d'être aujourd'hui au cœur des discours, en tout cas sinon présente de toute façon en filigrane dans tous les enjeux numériques français. Et du coup, en tant que chercheur, moi, ça m'a intéressé un petit peu de comprendre cette évolution, de voir un petit peu ce qui pouvait se cacher derrière, de comprendre aussi bien les limites, les contradictions, les logiques, les intérêts derrière cette évolution de la notion de souveraineté numérique. Alors ça veut dire sur le plan international, déjà, donc comme ça a été dit en introduction aussi, de ce que ça nous apprend sur les relations entre les différents acteurs géopolitiques, que ce soit des États, des entreprises ou des organisations internationales, mais aussi, et on a peut-être tendance à l'occulter un petit peu, sur le plan national. Et justement, encore une fois, avec cette notion de logique, d'intérêt, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de souveraineté numérique. Alors c'est pour ça que j'ai été amenée, moi, à traiter la question de la souveraineté numérique en me posant essentiellement 3 questions, et c'est pour ça que finalement je ne vais pas pouvoir répondre à cette grande question de la définition et des enjeux, puisque sinon ce serait toute mon intervention d'ores et déjà, mais je vais peut-être essayer de soulever quelques questions quand même, à savoir la souveraineté numérique, quoi, pourquoi et comment. Alors quoi d'abord? Comment est-ce qu'on en est venu justement à parler de cette, entre guillemets, souveraineté numérique, et qu'est-ce qui se cache derrière cette notion? Pourquoi ensuite? Pourquoi est-ce que nous, Français, et finalement Européens également, est-ce qu'on ressent le besoin de réaffirmer notre souveraineté dans le domaine numérique? Et comment enfin, comment est-ce qu'on peut affirmer cette souveraineté numérique? Et finalement, en d'autres termes, quels sont les leviers de cette souveraineté numérique? Je pense que ce dernier point nous amènera, on va le voir, à envisager des solutions, à ouvrir des pistes pour la présidentielle française, qui est le thème de cette conférence, mais je pense aussi pour la présidence française de l'Union européenne, et qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors peut-être d'abord pour revenir rapidement sur le quoi, parce que les 2 interventions précédentes soulignent bien en fait que très souvent quand on parle de souveraineté numérique, on répond à la question pourquoi, on répond à la question comment, mais rarement à la question quoi. Et c'est vrai qu'en fait il n'existe pas de définition neutre, consensuelle et objective de la souveraineté numérique. Pour la simple et bonne raison qu'en fait la souveraineté numérique est un petit peu un mot valise. Et derrière ce terme qui est souvent présenté un petit peu, la souveraineté numérique, de façon un petit peu monolithique, comme un idéal, un but à atteindre, un objectif, sur lequel, en principe, tout le monde semble à peu près s'accorder. Mais si on n'a pas de consensus, c'est justement sur les moyens d'atteindre cette souveraineté, et même sur ce que veut dire cet état de souveraineté. Est-ce que c'est de l'autonomie? Est-ce que c'est de l'autarcie? Est-ce que c'est de l'interdépendance? Et là-dessus, il n'y a pas forcément de consensus non plus. Et parce qu'en fait, derrière cette notion de souveraineté numérique sont en fait réunis et amalgamés beaucoup d'enjeux qui sont aussi bien d'ordre économique que juridique ou industriel ou même encore éthique. Et je pense que tant qu'on continuera d'utiliser ce mot valise sans être vraiment clair sur ce qu'on entend derrière cette notion-là et d'avoir une position claire sur tous ces domaines, donc juridique, éthique, etc., on ne pourra pas, en fait, finalement, sans avoir une réelle posture stratégique, on ne pourra pas s'entendre sur ce qu'on cherche à atteindre à travers cette souveraineté numérique. Après, je vais être assez rapide sur le reste, mais finalement, sur la question du pourquoi, peut-être pour reposer quelques bases, mais j'ai identifié, moi, 3 raisons derrière la souveraineté numérique. Pourquoi est-ce qu'on cherche à se réaffirmer dans le domaine numérique?
Alors peut-être déjà juste une petite parenthèse, la notion de souveraineté numérique en termes juridiques, ça n'est pas, c'est un non-sens. On est souverain, la France est souverain. En fait, il s'agit bien de l'exercice de la souveraineté dans le domaine numérique qu'on cherche à avoir. Et donc du coup, 3 raisons. La première, c'est pour des raisons stratégiques. Des raisons stratégiques assez évidentes, c'est-à-dire que si on cherche à réaffirmer notre souveraineté numérique, c'est pour s'affirmer sur la scène internationale, pour éviter d'avoir une interférence de la part de puissances étrangères, et du coup pour rester autonome dans nos choix, comme l'a dit Ophélie. Pour des raisons économiques aussi, assez évidentes, puisque même si les Européens sont les plus gros producteurs de données au monde, ce ne sont pas ceux qui en bénéficient le plus, ce qui a amené d'ailleurs aussi la sénatrice Catherine Morin-Desailly à parler de colonie numérique, l'Europe comme une colonie numérique. Et enfin, peut-être une autre piste, si on cherche à se réaffirmer dans le domaine numérique, c'est aussi pour des raisons que je vais appeler éthiques, civiques et morales, tout simplement parce que cette influence de ces big tech, de ces géants de la tech, en particulier les géants américains, ont une influence sur nos affaires domestiques, sur nos affaires internes. On l'a très bien vu, par exemple, dans les processus électoraux, avec les affaires comme Cambridge Analytica, avec le Brexit, les élections présidentielles américaines aussi. Ces plateformes, ces entreprises américaines ont une réelle influence. Et puis aussi parce que les produits et les solutions qu'on utilise aujourd'hui, je pense en Europe, n'incarnent pas forcément, sont pas forcément toujours en adéquation avec les valeurs européennes, enfin si on peut appeler ça des valeurs, ou en tout cas avec les projets européens, avec les idées européennes de ce que peuvent être le numérique. Donc voilà, c'est ces 3 raisons essentiellement, et puis je pense que sur le comment, on aura l'occasion de largement en parler aussi. Bon, moi, j'ai été inspiré aujourd'hui parce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un bel ordinateur Huawei avec un système américain Microsoft et un processeur Intel. Puis je me suis dit, est-ce qu'on a les logiciels qu'il faut en Europe? Bah oui, on a tout. Donc c'est pas un problème logiciel aujourd'hui, en tout cas d'existence des logiciels, puisqu'on a tous les logiciels, y compris en libre en Europe, pour construire son infrastructure de cloud ou d'entreprise. Si on les utilise ou si on les utilise pas, c'est pas un problème lié au fait qu'ils existent ou non, c'est notre choix. Est-ce qu'on a décidé de rester dans un état de colonisé numérique ou de se libérer? Donc moi j'ai choisi de me libérer, je n'utilise plus que du logiciel libre ou européen du matin au soir, y compris tout le monde dans mon entreprise. Donc si tout existe en Europe en matière de logiciels de cloud, d'intelligence artificielle, donc je vous mets au défi de me donner un exemple où c'est pas vrai. Et on pourra en discuter plus tard. Dans ce cas, c'est quoi la souveraineté numérique? C'est simple, c'est un problème de matériel maintenant. Et on pourrait le résoudre à est-ce qu'on est capable de faire des microprocesseurs en Europe? Et la réponse est non. Et c'est bien un problème de souveraineté au sens de souveraineté juridique. Pourquoi? Parce que faire un microprocesseur aux États-Unis, ça se fait avec un contrat de défense à coût de milliards ou de dizaines de milliards qu'on donne à des copains pour les enrichir, pour qu'ils fassent une usine, pour qu'ils fassent le processeur. Donc on a un bon mécanisme pour investir des grosses quantités aux États-Unis et faire des usines. En Chine, c'est la même chose. J'ai un de mes amis, alors il y a une structure juridique en Chine, c'est une entreprise semi-publique, semi-privée, ça date d'avant la réforme de Deng Xiaoping. Ça permet en fait de mettre quelques milliards dans une structure juridique en fait publique, qui ensuite devient privé, et puis avec quelques astuces devient la propriété d'un ancien membre du parti. Et comme ça, on arrive à enrichir quelqu'un qui est dans le parti avec une grosse usine de microprocesseurs. Donc ils ont un super mécanisme pour faire des usines qui produisent des processeurs, qui produisent n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il y a des processeurs chinois. Ils en vendent 3 millions par an dans des ordinateurs portables, donc c'est plus de l'Intel, c'est plus de l'AMD, c'est 100% sous contrôle chinois, et ils ont mis en place un certain nombre d'éléments dans leur marché public pour créer toute une chaîne et un marché qui font qu'ils sont maintenant complètement indépendants. Et en France et en Europe, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de claquer 10 milliards d'argent public pour enrichir un copain qui va faire des processeurs. Donc on n'est pas souverain. Donc, merci pour ces réponses d'introduction. Alors, la première question, enfin, cette fois-ci de lancement que j'aimerais vous poser, c'est la question du cloud, parce que c'est un mot un peu
c'est un peu un gros mot du numérique que tout le monde entend et dont finalement sur lesquels on n'a pas forcément les idées très très claires toujours. Et donc je voulais vous proposer de définir très brièvement non seulement ce que c'est schématiquement, mais également quels enjeux ça pose en termes géopolitiques, puisque dans notre actualité, par exemple pour nous les Français, c'est posé le problème notamment la question du cloud de confiance porté par le gouvernement français, qui a fait grand bruit et presque scandale chez les professionnels du secteur français. Ophélie. Oui, alors le cloud de confiance, je ne sais pas si c'est quelque chose que tout le monde connaît, donc déjà on va résumer un petit peu. C'est un label qui est sorti en mai de l'année dernière et qui en fait permet, pour résumer, aux entreprises françaises donc d'adopter les clouds américains en toute confiance, selon la définition, avec en fait des garde-fous qui se résument au fait d'avoir les serveurs sur le territoire européen et d'avoir en fait un gestionnaire, c'est-à-dire en gros un responsable commercial qui soit français ou européen. Donc pour le coup, on est vraiment sur une définition de la souveraineté minimale avec ce cloud de confiance. Et le problème, c'est un peu comme la transformation numérique depuis 20 ans, c'est un accélérateur en fait de mise en dépendance au big tech en fait, ce cloud de confiance. Et ça fait quoi? Ça fait que bon, déjà il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont extrêmement dépendantes d'Amazon Web Services, bon comme comme une bonne part quand même des sites internet, faut pas se leurrer quand même. Amazon Web Services sont vraiment leaders au niveau des services cloud de toute façon. Mais c'est un accélérateur, c'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des parts de marché qui augmentent depuis ces dernières années, notamment à cause de ces politiques-là. Et c'est très grave parce qu'en fait, c'est très grave parce que c'est des choses qui sont pas forcément réversibles. Si vous parlez d'un projet comme le Help Data Hub, Simon pourrait tout à fait en parler parce que ils ont été 3 auteurs avec Audrey Boulard et Eugène, Eugène Baron, excuse-moi. Eugène Favier-Baron, à sortir un bouquin spécialement sur ce sujet-là, où justement, quand on confie des données à une entreprise comme Microsoft Azure, des données de santé des Français, on se retrouve quand même avec un sujet assez dramatique. C'est que toutes les données qui vont être utilisées dans des projets de traitement de données en utilisant du machine learning, etc., ça c'est perdu en fait. C'est une occasion manquée pour améliorer nos technologies de machine learning, par exemple en Europe. C'est des marchés perdus, mais c'est aussi des opportunités d'améliorer la R&D chez nous, qui est perdu. Donc c'est assez dramatique cette histoire de cloud de confiance. Par ailleurs, je vais quand même rappeler une chose quand on parle de la territorialisation des data centers. Vous voyez par exemple qu'en Europe, les GAFAM en fait les big tech sont en train de construire des data centers un peu partout en Europe. Ils aiment bien la Finlande par exemple parce que la Finlande c'est un pays froid et donc on peut mettre les serveurs dans le golfe de Finlande. Ça permet en fait de faire des économies d'énergie. Ils aiment bien aussi la France parce qu'en France on a quand même un réseau fluvial qui est quand même pas mal. Donc on est quand même au niveau géographique, on a quand même pas mal de ressources en eau. Et par ailleurs, on a toute une facture énergétique qui dépend du nucléaire. Donc, on est quand même assez intéressant comme territoire. Là-dessus, les big tech, si vous voulez, avancent aussi sous couvert de leurs partenaires qui sont Equinix. En Europe, en particulier, c'est Equinix ou Digital Realty Trust, qui sont en fait leurs partenaires data center. Restez bien éveillés aussi sur ces questions-là de prestataires. Si vous voyez Equinix à Bordeaux, c'est pas pour rien. Ils étaient à Paris, localisés à Paris. Ils sont à Bordeaux en ce moment, tout simplement parce qu'ils sont reliés au câble Amitié et qu'il va aussi y avoir des liens avec le câble Dunan qui appartiennent donc Dunan à Google et Amitié, Microsoft, Facebook en majorité. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on voit Equinix qui arrive en Europe. C'est pas pour rien en fait. Et la territorialisation des data centers, c'est pas pour faire plaisir aux Européens, c'est pas pour le label cloud de confiance, c'est pas pour faire plaisir au RGPD, en fait. C'est aussi parce que dans leur gestion de risque, ils savent très bien que dans les années qui viennent, ils vont avoir des problèmes avec ces sujets de ressources, en eau et en énergie. Ils l'ont déjà en Californie et au Texas, où quand ils veulent faire des projets de data centers aux États-Unis, on les emmerde, en fait. De plus en plus, les États, en fait, leur disent non, on veut pas forcément vos data centers parce qu'on sait que ça va être très très gourmand en eau. Et dans notre région, on a des vrais problèmes de ressources en eau. Donc j'aime bien faire ce lien aussi avec les priorités qu'on a écologiques, qu'on défend d'ailleurs beaucoup à l'Institut Rousseau évidemment.
J'en parle pas forcément beaucoup en ce moment dans mes études, mais c'est important. Il faut aussi avoir ça en tête. Donc j'ai fait un petit peu la boucle. Je suis désolée d'avoir été un peu longue sur le cloud de confiance, mais en fait, derrière le cloud de confiance, il y a une dépendance sur X années qui se construit, et là, c'est en train de s'accélérer à cause de cette politique-là, en fait. Oui, alors sur la question du cloud de confiance, j'avais écrit, que j'avais d'ailleurs publié le 14 juillet un petit livre qui s'appelle Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est assez court, hein, c'est une vingtaine de pages, mais ça reprend tous les arguments que j'ai sur ce sujet. En fait, tout à l'heure, quand Jean-Paul parlait d'un problème de hardware, j'aurais dit au départ, avant tout, c'est un problème de stratégie. Quand vous regardez l'histoire de l'Europe, qui est quand même le premier marché économique du monde, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé il y a une quarantaine d'années, trentaine d'années. On a décidé de délocaliser. On a décidé de n'être plus qu'un simple lieu de réflexion. On va concevoir, hein, c'était le fameux Fabless de Turek. On avait les leaders dans les télécoms. Enfin, peu de gens le savent, mais dans les années 90, la France fabriquait un téléphone mobile sur 3 dans le monde. Que la plupart des technologies sur lesquelles se sont appuyées des boîtes comme Google quand elles se sont lancées, j'allais dire la plupart, je devrais dire la quasi-totalité des technologies, ont été inventées en Europe. Linux a été inventé en Europe, le web a été inventé en Europe, MySQL, base de données, a été inventé en Europe, Python, dont tout le monde parle, a été inventé en Europe, peut-être, je sais pas, Jean-Paul, peut-être d'ailleurs sur des crédits européens. Donc en fait, il y a une quarantaine d'années, une décision qui a été faite de détruire le savoir-faire industriel. Alors pendant longtemps, je me suis dit, est-ce qu'on fabrique en Chine parce que c'est moins cher? Et quand vous parlez à Tim Cook, qui est comme vous savez, le patron d'Apple, et Steve Jobs l'expliquait aussi très bien, le vrai sujet aujourd'hui de la Chine, c'est pas tellement le coût humain. D'ailleurs, la plupart des iPhones que vous allez acheter sont désormais fabriqués soit au Vietnam, peut-être d'ailleurs en Inde. On commence à sentir que Trump a eu aussi un effet de se dire, peut-être que la relation avec la Chine n'est pas si fiable que ça, parce que Julien Nossetti, qui n'est pas là, parle souvent d'un terme que j'aime beaucoup, qui est la militarisation de l'interdépendance. On est dans un monde interdépendant. On a besoin des Chinois pour fabriquer des puces qui sont fabriquées à Taïwan, qui sont assemblées aux États-Unis et vendues en Europe, en gros. Et cette interdépendance a été pour la première fois challengée avec Trump de manière ouverte. Elle est souvent de manière ambiguë, mais là, c'était clair. Et donc, une des questions qu'on doit se poser, c'est que ce qu'on a fait avec la tech, donc la outsourcée en Chine, on l'a fait également avec le logiciel. Il y a quelques années, j'avais fait une mission pour Fleur Pellerin, qui était en fait la mission de préfiguration de ce qu'allait devenir la French Tech. Et une des choses que je leur avais demandé, c'est qu'on fasse la liste des développeurs français qui ont eu un rôle essentiel dans la création de l'Internet, parce que très souvent, le discours qu'on avait, c'était un discours, on est en retard, tout a été fait ailleurs. C'était encore peut-être pas aussi pire que ce qu'on a aujourd'hui, mais pas loin. Et donc, je voulais démontrer l'inverse. Et en fait, j'ai découvert, parce que je connaissais pas mal de gens, mais je connaissais pas tout le monde, que Google Cloud a été inventé par un Français, que le CTO de LinkedIn était français, que l'iPhone a été inventé à Paris, place de la Madeleine, avant d'être rapatrié en Californie. Donc, on avait tout ce savoir-faire. Et ce qui est curieux, c'est qu'alors que le cloud, c'est une question de logiciel, là encore, on a totalement décidé de ne pas faire les choses en France ou les faire en Europe, ou en tout cas de ne pas soutenir plutôt les choses en France et les choses en Europe, parce qu'il existe des choses en France et en Europe qui se sont faites malgré le gouvernement, malgré le discours ambiant qui consiste à dire régulièrement, et on le voit à travers la parole d'ailleurs du ministre du numérique, enfin du secrétaire d'État numérique, qui explique à l'Assemblée nationale, au Sénat, que les Français ne sont pas au niveau. Et quand on lui pose la question pourquoi, parce qu'ils n'investissent pas autant que les États-Unis. Alors on a quand même dépensé 15 milliards dans ce qu'on appelle la French Tech, 15 milliards d'argent public, hein, je tiens à le préciser, pour construire 25 licornes qui sont détenues à 80% par les États-Unis ou par l'Asie, ça dépend des boîtes.
et qu'on peut se poser la question, quel est le retour? Quel est le retour en termes de souveraineté numérique? Quel est le retour en termes de politique d'achat? Quel est le retour? Et là encore une fois, moi, j'ai toujours été très pro-startup, j'en ai monté plusieurs, avec des investisseurs étrangers, j'ai pas de sujet. Mais dès lors qu'il y a de l'argent public, 15 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire avec 15 milliards, surtout en ce moment où on se pose des questions sur l'hôpital, sur l'école, sur l'université, sur plein de sujets. Quel est le retour? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune stratégie numérique. Il n'y en a aucune avec ce gouvernement, mais il n'y en avait aucune avec le gouvernement précédent et le gouvernement d'avant. À chaque fois, on est fasciné par ce qui brille. Alors, ce qui brille, il y a 10 ans, c'était Facebook. Donc, on les recevait comme des chefs d'État. Aujourd'hui, c'est les opérateurs de cloud. Et on a aussi un autre problème, c'est que les gens qui sont en charge de ces questions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a désindustrialisé la France et qu'on nous explique désormais qu'il faut la réindustrialiser, c'est qu'on a fait, les gens qui ont pris ces décisions n'ont aucune compétence technique, n'ont aucune compétence de fabrication, n'ont aucune compétence tout court d'ailleurs, souvent. Si vous voulez, dans le monde dans la tech, il y a 3 types de profils. Il y a les doers, les builders. Je pense que Jean-Paul et moi, on a un peu ce profil, c'est que quand on est confronté à un problème, la première question qu'on se pose, c'est comment on va le faire. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais c'est la question qu'on se pose. C'est une question un peu vision un peu d'ingénieur ou de développeur ou de bidouilleur. Enfin, vous pouvez prendre le terme en heure qui vous convient, mais c'est ça. Et puis ensuite, vous avez les consultants, le profil de consultant. Et le consultant, en fait, il fait un benchmark. Il regarde ce qui existe et il choisit. Finalement, Bruno Le Maire, quand il a décidé de faire le cloud de confiance, c'est-à-dire de confier, faut pas oublier que Thales, c'est pas un acteur anodin, c'est le cœur du consortium militaro-industriel français. C'est Thales qui fait tourner Paraf. Ça veut dire que quand vous arrivez à l'aéroport et que vous mettez votre passeport, c'est un logiciel qui ne peut pas être confié à un tiers. Ça peut être qu'un tiers français, parce que vous imaginez un pays qui n'est même plus capable, surtout avec les débats un peu hystériques qu'on a en ce moment sur la question d'immigration, vous imaginez un pays qui n'est pas capable de contrôler ses frontières. Ben, aujourd'hui, il n'est pas exclu que Google nous aide à gérer ce genre de choses, que Google nous aide ou Microsoft à gérer la Banque de France ou d'autres acteurs essentiels. Donc il y a un vrai problème, c'est que des gens comme finalement Bruno Le Maire, mais aussi Cédrico, leur unique compétence sur ce domaine, c'est de choisir le plus beau des PowerPoint qu'on leur a montré. Ils n'ont pas d'autre chose. Ils ne peuvent pas comprendre les compétences. Ils ne comprennent pas que le problème de la sécurité n'est pas le seul problème. Il y a aussi le problème de l'approvisionnement. On est à 2 doigts d'une guerre potentielle avec Taïwan, avec l'Ukraine, on l'a dit tout à l'heure. On est dans une période de pénurie, où aujourd'hui, ne pas avoir de puce, ça veut dire, pour Renault, on fait des RTT, et quand on n'a plus de RTT, on met les gens au chômage technique. Et ça, c'est un problème pour le gouvernement. C'est un problème pour les gens, évidemment, d'abord en priorité pour les gens qui se retrouvent au chômage technique. Et donc, on se rend compte qu'on n'a aucune stratégie. Et dans le cloud, mais d'ailleurs dans plein d'autres domaines, c'est flagrant. Et parce qu'on a désormais, je suis désolé mais pour être ministre du numérique, il faut avoir fait HEC ou Sciences Po. C'est ça le problème aujourd'hui. Pour tous les ministres qu'on a eus depuis 5 ans, ce sont des gens qui sont des consultants dans leur pensée. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui existe. Et puis des fois, il y a un truc qui a l'air pas mal. Ah oui, il y a un problème d'extraterritorialité. Ben, c'est pas grave. On va le marier avec un acteur. Et puis on va sur le papier, on a un PowerPoint qui fonctionne, ça a l'air d'être bien, et ça ne marche pas. Et le drame aujourd'hui, c'est qu'on a dépensé énormément d'argent pour des choses qui ne marchent pas. Puis à côté, vous avez un écosystème de petits acteurs, plus ou moins gros, qui font des choses, qui vivent uniquement d'ailleurs parce qu'ils vendent à l'étranger. C'est ça qui est drôle, c'est que quand vous parlez aux acteurs qui réussissent, vous dites en fait, si je parle en France, on me dit mais expliquez-moi ce que vous faites, alors que quand vous allez aux États-Unis, on vous dit ok, ça m'intéresse, on va tester. Donc on se retrouve dans des situations ubuesques. Et effectivement, ma seule véritable, s'il y a une chose à retenir, c'est que la situation dans laquelle on est, c'est une situation qui est la conséquence d'un ensemble d'échecs, qui est la conséquence du fait qu'on a mis des gens qui étaient incompétents à des positions qui semblaient anecdotiques, parce que le numérique, ça fait sympa, ça fait un peu de diversité, un peu, on met toujours une femme ou quelqu'un à la diversité, c'est comme ça hein, depuis quelques années. Il y a eu juste Besson, alors là, c'est toujours l'exception qui confirme la règle, qui n'était pas un si mauvais ministre du numérique que ça d'ailleurs. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a rien. On a du vide aujourd'hui. On a dépensé, on a vendu les participations d'Engie, de la Française des Jeux pour financer quelque chose, et on ne sait pas où ça va. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'à un moment donné,
on peut raconter du pipeau, faire du bullshit bingo pendant des mots-clés, vous savez, intelligence artificielle, le quantique, le machin, etc. Tous ces mots qui servent à rien. Et maintenant, on est dans une situation assez claire où on est en dépendance totale. On est face à une guerre cybernétique qui va éclater, peut-être pas dans 8 jours, mais dans les années qui viennent. Et là, on a besoin de sérieux. Et là, effectivement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde politique tel qu'il est, il n'y a personne. Et c'est un vrai problème. Sur l'approvisionnement, c'est quelque chose de très important. C'est pas seulement le fait de pouvoir avoir ou pas les composants, ce qui est vrai. Donc quand vous avez comme copain le patron de SMIC, qui est l'équivalent chinois de TSMC, vous pouvez vous faire produire n'importe quoi en 2 mois. Donc c'est mon cas, je suis très content. Et si c'est pas votre copain, c'est peut-être 1 an. Si vous êtes Google, il y a un certain composant très important pour la 5G, vous pouvez l'avoir pour 75 $. Si vous êtes une PME américaine, vous l'aurez pour 750 $. Et si vous êtes une PME française, vous l'aurez pour 12 000 $. C'est pas le même prix selon les personnes. Donc c'est pas le même délai d'appro, c'est pas le même prix selon qui vous êtes, dans quel pays vous êtes. Et évidemment, ça se ressent à la fin quand vous vendez les produits et vous êtes à l'export. Vous êtes une boîte française, vous voulez vendre quelque chose en Afrique du Sud, vous avez un concurrent américain qui a les produits à 75 $ et un concurrent chinois qui a des usines qui produisent en 2 mois, et vous, vous avez ni l'un ni l'autre. Et donc, ça, c'est un autre aspect très important sur l'approvisionnement qui maintenant va sur les composants. Donc, personnellement, pour m'en sortir, c'est pour ça que j'ai des fournisseurs chinois et américains. Parce que moi, je peux jouer l'un contre l'autre. À défaut d'être un sumo, je suis un nain, donc j'essaye d'utiliser 2 sumos et les faire se battre l'un contre l'autre pour en tirer profit. Peut-être pour revenir sur la question du cloud de confiance. Alors moi, je vous cache pas que c'est un petit point d'interrogation quand même, cette notion de cloud de confiance. Et je suis plus dans une position où j'attends de voir ce que ça va donner, avec pas mal de doutes que j'aimerais ne pas voir se justifier. Déjà, premièrement, parce que si on revient un petit peu sur la notion de souveraineté numérique, je pense qu'il y a 2 dynamiques derrière la notion de souveraineté numérique. Il y a d'abord une dynamique un petit peu vers l'extérieur. On parle de souveraineté numérique un petit peu comme une protection, en réaction finalement à une menace perçue. Donc ça, on en a déjà pas mal parlé. Mais c'est aussi la souveraineté numérique un moyen pour le développement de notre base industrielle et le renforcement de notre écosystème industriel national et européen. Et si on revient sur la notion de cloud de confiance et qu'on essaye d'analyser ces 2 volets, donc déjà, premièrement, sur la protection vis-à-vis d'une menace extérieure, et donc en l'occurrence de l'extraterritorialité du droit, en particulier du droit américain. Et donc quand on creuse un petit peu sur la notion de cloud de confiance, donc il s'agit normalement d'un label qui viendra compléter le label délivré par l'ANSSI qui s'appelle SecNum Cloud. Ce label-là, SecNum Cloud, est aujourd'hui en train d'être travaillé au sein de l'ANSSI. Et la particularité de cette nouvelle version de ce label, puisqu'en fait il existe déjà depuis 2014, mais a beaucoup été retravaillé, c'est qu'il va y avoir une nouvelle section justement sur l'extraterritorialité du droit. Et pour l'instant, cette section-là s'appelle immunité à l'extraterritorialité du droit. Donc pour moi, c'est assez symptomatique d'une incompréhension déjà, en tout cas d'une mauvaise connaissance de ce que veut dire justement cette extraterritorialité. Parce que vous ne pouvez pas vous immuniser. En fait, si les États-Unis décident que leurs droits leur permettent d'exiger les données, ils le feront. Après, l'entreprise elle-même peut dire qu'elle n'est pas d'accord, et auquel cas, après, ça entraîne des procédures juridiques, etc., mais ça représentera de toute façon un risque. Donc cette notion d'immunité, elle me paraît difficile à atteindre, à part peut-être à travers des solutions techniques, mais ça, il faudrait voir, et là, c'est moins mon domaine, puisque, effectivement, on l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais ma thèse est une thèse en géopolitique. Et donc, juste pour revenir sur la question, donc là, cette fois, donc, je vous disais le premier volet, donc vers l'extérieur en protection. Le deuxième volet, c'était plutôt sur le renforcement de notre puissance numérique, on va dire, pour faire court. Et bien en fait, du coup, en incluant des acteurs américains dans ce projet-là, en fait, je pense qu'on hypothèque un petit peu
le développement de notre base industrielle. Parce que en fait, ça permet l'allocation de ressources. Quand je dis ressources, c'est financière, mais c'est aussi, ça va être toutes les données, etc. En fait, toute la matière première qui permet à ces entreprises de se développer à des entreprises qui ne sont ni des entreprises françaises, ni des entreprises européennes. Donc déjà, quand on prend ces deux volets, un gros point d'interrogation. Et en fait, je pense, et là-dessus, je rebondis complètement sur ce que Tariq a dit tout à l'heure, que là encore, c'est symptomatique d'un manque de vision stratégique. Et je pense qu'en France, on n'a pas de vision stratégique sur les questions numériques. Quand je dis vision stratégique, c'est vraiment un positionnement politique, avoir une idéologie, pas dans le sens négatif du terme de l'idéologie, mais un projet, vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec le numérique. Et ça, en fait, on l'observe aussi, pour rester sur les sujets de cloud, on l'avait observé dès le premier cloud souverain. Cloud souverain qui date de 2009, premier projet 2011, Andromède, où en fait là, pour le coup, on avait quelque chose qui était à la base très très souverain, puisqu'on avait prévu de développer des solutions cloud exclusivement sur le territoire national, en reposant exclusivement sur des prestataires nationaux. Mais comme on manquait de vision et qu'on avait une compréhension à la base, en tout cas à l'époque, très économique et non pas forcément stratégique de ces enjeux-là, ça n'a pas marché, ça a été l'échec qu'on connaît, qui a ensuite entraîné une très grande frilosité, notamment de la part du gouvernement, sur ces sujets-là. Ça n'a pas été, pour revenir peut-être un petit peu sur les raisons de l'échec, c'est parce que vous n'aviez déjà pas forcément d'incitation de la part du gouvernement à utiliser ces solutions-là, donc en fait la technologie n'a pas rencontré son marché. Il y avait une mauvaise connaissance aussi de la technologie en elle-même, puisque les solutions qui étaient proposées étaient essentiellement des solutions d'hébergement, du IaaS, mais aussi par une mauvaise connaissance, donc je disais de la technologie, mais aussi de l'écosystème industriel. Le IaaS, en fait, c'est des solutions d'hébergement, ouais, pardon, je vais juste dire ça, donc en gros, ouais, solutions d'hébergement. Et donc aussi, oui, donc une mauvaise connaissance aussi de l'écosystème industriel français à l'époque. Parce qu'en fait, les acteurs impliqués, on a eu donc d'abord, si je me trompe pas, on avait donc Dassault, Thales et Orange, auxquels se sont ajoutés après SFR et Bouygues. Et en fait, c'était, donc pour la plupart, en fait, c'était effectivement des acteurs industriels majeurs en France, des acteurs du numérique, mais pas forcément des spécialistes du cloud. Et on s'est vite aperçu qu'on a besoin de spécialistes dans le cloud. On a besoin de ces compétences, justement, de ces gens qui comprennent à la fois donc l'environnement social dans lequel va s'inclure cette technologie, mais aussi la technologie en elle-même, et de comprendre comment elle fonctionne pour l'adapter à ses besoins. Donc ça, c'était déjà, on voit, dès 2009, les échecs du cloud souverain, et finalement, moi, ce que je pense être un manque de vision stratégique. Et typiquement, dans le cas du cloud souverain, en autorisant du cloud de confiance, pardon, en autorisant les acteurs américains à venir sur le marché, je pense qu'on pallie à l'urgence. On a une réponse qui est facile, et c'est vrai on peut avoir des bonnes solutions. Et de toute façon, en fait, je pense qu'on aura à un moment qui interviendront des acteurs américains. Ils sont aujourd'hui incontournables. Mais je trouve ça, en tout cas personnellement, là c'est vraiment du domaine de l'opinion, mais un petit peu dommage qu'on n'ait pas laissé un petit peu le temps aussi aux acteurs nationaux, et pourquoi pas européens, hein, parce qu'on peut aussi réfléchir, je pense, en termes de consortium, et c'est vers ce genre de solution qu'il faut aller, mais on ne sait pas laisser le temps, parce que c'est sûr que c'est moins facile hein, de construire des solutions avec plusieurs acteurs, de réfléchir, d'avoir un projet stratégique derrière, que de simplement souscrire à une solution qui existe déjà, qui fonctionne, qui est performante. Et je trouve ça dommage qu'on se soit pas laissé un petit peu plus de temps et qu'on n'explore pas un petit peu plus tout ça. Alors oui, je rebondis justement sur ce que tu dis sur la vision stratégique. Je pense qu'en effet, tu as raison. Ce qui nous manque, c'est vraiment une stratégie industrielle pour le numérique. C'est clair. Pour en revenir sur donc les projets Numergy, justement, et CloudWatt, les échecs en fait du cloud. Je pense que c'est bien que tu aies rappelé qu'en effet, les acteurs techniques qui ont porté ces projets-là n'étaient de toute façon pas les bons au départ. C'est-à-dire qu'on a eu cette habitude-là, mais ça remonte déjà au Minitel, de favoriser en fait des grands acteurs. On se dit qu'en fait, il y a que les grandes entreprises qui peuvent porter ces projets-là, alors que bon, si on regarde un petit peu l'historique des Google, Microsoft, etc., au départ, c'était des petites entreprises en fait, hein, qui ont grandi au fur et à mesure. On n'a jamais fait confiance en fait aux PME. En start-up, si vous voulez, c'est la version française de la start-up. On n'a jamais fait confiance à la start-up, à la PME, en fait, pour porter ces projets-là. Alors qu'en fait, on a tout un réseau de PME en Europe qui sont spécialistes du cloud, en fait. Ils sont vraiment spécialistes du cloud. Alors que chez Orange, ils ont développé ça un petit peu au fur et à mesure. C'est pas leur spécialité, en fait, que ce soit chez Orange, chez Dassault, ils ont développé ça, mais à l'époque, c'était pas
voilà, c'était pas du tout leur spécialité non plus. Donc c'est vraiment dommage. Sur le consortium, en effet, c'est important. Et d'ailleurs, je pense que tu vas pouvoir en parler aussi, Jean-Paul. Aujourd'hui, on a quand même un consortium, enfin une alliance en tout cas, qui se nomme Euclidia et qui est quand même un bon signal pour l'écosystème européen, où on a, moi je suis tout à fait pour une vision plutôt européenne sur ces notions-là, parce qu'on a beaucoup de choses en Europe, et en plus de ça, c'est très compatible. On a vraiment un tissu de PME qui sont très compatibles entre elles et qui peuvent vraiment travailler ensemble. Et donc Euclidia représente aussi cela. Je te propose de présenter un petit peu le projet, éventuellement. Donc Ophélie a dit ce que je voulais dire. Le Andromède, l'échec, c'est juste c'est comme si on avait demandé à Bouygues de faire des avions de chasse quand on a Dassault à côté. Parce que Dassault, avion de chasse, c'est tout petit par rapport à Boeing ou Lockheed. Et alors, donc dans ce qui s'est passé pareil, on a demandé à Orange de faire un cloud quand on avait une dizaine de PME qui en avaient qui marchaient déjà. Qu'a fait Orange? Ils ont pris un logiciel américain qui marchait pas. Et donc, Euclidia, l'idée, c'était de dire, on se rend compte que nos décideurs ne connaissent pas les PME européennes du cloud. Il y en a 200, 300. À la Commission européenne, le chef de bureau du cloud, quand on lui a présenté Euclidia, ne connaissait qu'une des 27 sociétés membres. Sachant que dans les membres d'Euclidia, il y en a plusieurs qui sont des fournisseurs d'AWS ou de Google. Donc il y a une totale méconnaissance des décideurs européens ou nationaux ou des politiques des sociétés industrielles européennes qui produisent la technologie de cloud. Donc l'idée de donc leur raisonnement, c'est toujours puisqu'on n'a rien, il faut construire quelque chose. Donc ils mettent de l'argent, à qui on le donne? Aux gros. Les gros ont peur de prendre ce qui n'est pas connu, donc ils le dépensent vers ce qui est connu, donc de l'américain. Et à la fin, on met 10 milliards sur la table, qui au lieu de favoriser l'écosystème existant, favorise la technologie américaine qui va détruire ou saboter l'écosystème existant. Et c'est la même chose tous les 10 ans, dans tous les domaines, l'IA, le cloud, etc. Donc l'idée d'Euclidia, c'est de dire on va changer les choses en faisant en sorte que l'hypothèse de départ, rien n'existe, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, ils ne sont pas allés étudier ce qui existait, change, on va leur mettre sous le nez, regardez les 200 PME industrielles européennes qui ont des technologies de cloud, et maintenant réfléchissez. Et c'est tout. Je voulais dire sur le cloud souverain juste une chose, les grands groupes, je suis fournisseur d'un grand groupe automobile, on leur vend du cloud dans plusieurs de leurs usines. Et on leur a dit, bah, prenez un peu de cloud européen, vous négocierez mieux avec AWS ou autre. La réponse a été, quel que soit votre avantage en termes de prix, quels que soient vos avantages en termes de technologie, et quelles que soient les preuves que vous avez faites, et on les reconnaît sur le terrain avec votre système qui marche très bien, on ne veut pas de vous. Nous, on veut Amazon, Google, Azure, et rien d'autre. Ça, c'est un discours standard dans toutes les DSI qui est lié à la sous-traitance informatique qui est très développée en France. Et ce que veulent beaucoup de grandes entreprises, c'est un service informatique qu'on va pouvoir sous-traiter à Capgemini et Atos, qui se trouvent être les partenaires de Google, Azure et AWS. Ils veulent une solution qui est la même dans le monde entier, avec les mêmes sous-traitants dans le monde entier, et donc ils veulent AWS, Azure, Google et rien d'autre. Et Schrems 2 a cassé les choses en rendant, comme le dit la CNIL, illégal l'usage, par exemple, d'un cloud américain pour faire de la gestion de la relation client, puisqu'on a de la donnée personnelle dans quelque chose soumis au cloud-out pour lequel il pourrait y avoir une procédure aux États-Unis à laquelle le citoyen européen ne pourrait pas s'opposer avec tous les droits. Leur seul objectif avec le cloud de confiance, c'est de faire n'importe quoi pour continuer à utiliser Google, Azure, AWS. Parce que, quel que soit le prix, quels que soient les avantages technologiques et quelles que soient les preuves que les trucs européens fonctionnent, ils n'en veulent pas. C'est ça la raison du cloud de confiance. C'est une arnaque. Ce n'est rien d'autre qu'une arnaque. Et quand vous regardez ce que produit Gaia-X dans le cloud de confiance, ils ont fait 3 niveaux. Un premier niveau, super bureaucratique. Ça exclut 95% de l'offre européenne. Un deuxième niveau, super bureaucratique encore plus. Ça exclut 99% de l'offre européenne. Et un dernier niveau, où c'est super bureaucratique, plus immunité. Et là, peut-être qu'il n'y a que Dassault qui passe. Donc, on a des DSI en France qui ne veulent pas de nous.
et c'est pas pareil en Allemagne ou dans d'autres pays. Donc, faut pas voir le cas français comme un modèle du cas européen. Tariq, je vais vous laisser réagir. Peut-être juste introduire du coup éventuellement la suite des réponses sur le côté les grands modèles de régulation, puisqu'on a commencé à interroger ça, chinois, européens, et les grands modèles juridico-économiques de soutien au numérique. Alors, sur la question du cloud de confiance, je pense que tout a déjà été dit et je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Je voulais juste rappeler une anecdote sur le fameux cloud souverain. Il se trouve que à l'époque, j'étais en train de monter ce qui était l'une des dernières boîtes de hardware. Donc, j'avais monté un ordinateur avec les fondateurs de Skype, le Jolly Book, au sein d'une société qui s'appelait Jolly Cloud. Et notre vision à l'époque, c'était 2008, 2009, 2010. C'était, à un moment donné, notre vie numérique va être sur le cloud et donc il faut un outil pour l'organiser. Et pourquoi ne pas le faire avec une vision européenne? Parce que 2 ans après, Google a lancé le fameux Chromebook. Et quand je me suis retrouvé au Conseil national du numérique, je me suis aussi retrouvé donc dans cette fameuse mission sur la French Tech. Et c'était au moment où le cabinet de l'époque regardait le dossier qu'on leur avait laissé. Donc c'était le gouvernement Sarkozy qui avait lancé le projet de cloud souverain, mais c'était au gouvernement Hollande de l'opérer ou pas. Et la première fois que j'arrive, alors ça c'est une anecdote, dans le cabinet de la ministre, on m'explique qu'il va y avoir ce projet de cloud souverain avec notamment Numergy et CloudWatt, avec Orange et SFR. Ma question naïve, à l'époque j'arrive, je connais pas personne, je dis mais pourquoi vous ne prenez pas OVH? Et quelqu'un me regarde et me dit mais c'est qui OVH? Donc à partir de là, bon depuis c'est plus pareil, mais ça vous montre un peu le niveau dans lequel on était. Mais c'est pas tout, parce que le cloud souverain, en fait, est fascinant. On a donné de l'argent public, je crois que c'est 150 millions, mais des gens me parlaient de 450 millions d'euros. On ne sait pas. Il y a eu un audit de la Cour des comptes. L'audit est classé quasiment secret défense. Donc, on n'a jamais vraiment su ce que ça a coûté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une des entreprises a embauché les meilleurs développeurs de logiciels libres en France. Elle est allée donc dépouiller. Je voyais tous les acteurs du cloud, comme Gandhi, qui me disaient, mais c'est incroyable, ils sont en train de nous piquer nos ingénieurs en les payant 2 fois plus cher. C'est normal, ils avaient reçu un chèque de l'État. Donc, ils ont dépouillé toutes ces boîtes de leurs meilleurs ingénieurs. Et à la fin, quand le projet n'a pas marché, parce que le cloud, ce n'est pas du hardware. Le cloud, c'est du logiciel. Le hardware, c'est une commodité. Par contre, il faut faire tourner du logiciel. Il faut bien comprendre une chose assez simple. Peut-être on aurait dû commencer par ça. Le cloud, c'est plutôt que vous installiez des logiciels, que vous vous en occupez, je le développe une fois et je vous le revends et je m'occupe de tout. Donc, il faut développer cette première fois. C'est pour ça que ce que fait notamment Jean-Paul, mais ce que font toutes les sociétés européennes de logiciels, c'est construire des briques qui ensuite peuvent être mises, on dit as a service, donc disponibles à la demande. Et c'est ça qu'on refacture. Par exemple, une des technologies d'intelligence artificielle, c'est facturé jusqu'à 1000% en termes de bénéfices. Donc, c'est très rentable, en fait, de revendre du logiciel. On revend du logiciel qu'on a développé une fois, on l'améliore et surtout, on vous dit vous n'avez plus à vous occuper de rien. Le problème, c'est que Orange et SFR n'y connaissaient pas grand-chose, donc elles ont acheté des technologies, elles ont acheté des gens, et à la fin, ces technologies ont été revendues pour l'une à Huawei, donc aux Chinois, et pour l'autre a été revendue à Red Hat, puisque la société de service qui avait embauché tous ces super ingénieurs a été revendue à une société américaine. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec un cloud souverain qui non seulement n'a jamais délivré, mais aussi s'est retrouvé dans une situation bizarre où on les a revendus à des acteurs étrangers. Alors, ce qui est important, c'est pourquoi c'est important l'idée d'avoir du logiciel européen, des acteurs européens par rapport au Big Tech. C'est évidemment que ce que font Google, Facebook et les autres, Amazon, plutôt Google, Amazon, Microsoft, IBM et Salesforce, est très bon. Très bien fait, très facile d'utiliser. Mais il y a aussi une raison aujourd'hui pour laquelle les big tech sont très importantes pour les États-Unis. C'est que si vous connaissez le système américain, tout le système des retraites, 401k, est basé en fait sur système de pension, fonds de pension, donc sur la bourse. Vous remarquerez que Donald Trump a affiché le boxon partout aux États-Unis, sauf pour la bourse qui a continué de monter, et elle continue de monter.
Et donc, quand le GAFAM valent l'équivalent du PNB de la Corée du Sud et maintenant peut-être de l'Allemagne et peut-être de beaucoup d'autres, en tout cas, on était à un moment donné à 10 000 milliards de dollars et Apple lui-même en valait 3 000 milliards, si vous avez suivi il y a quelques semaines. Déjà, cette valeur, elle existe parce qu'elle a été prise aux autres. C'est que quand vous êtes un opérateur industriel et que vous passez dans le cloud, une partie de votre valeur a été déjà siphonnée. Donc, ces boîtes ont une valorisation très importante parce que elles ont capté la valeur à d'autres entreprises. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, si on regarde ça d'un point de vue long terme et retraite, quand on finance ces acteurs, d'une certaine manière, on finance les retraites américaines. On finance finalement la garantie pour les Américains qui sont aujourd'hui j'allais dire presque les Gen X, donc plus ma génération, les late boomers, comme on dit, les vieux boomers, on leur garantit leur retraite aujourd'hui par ça. Quand vous investissez, vous faites des montages comme le montage qui va être fait avec Google et Thales, qu'est-ce qui se passe? On intègre de la défiscalisation, puisque le modèle étant de la licence étant défiscalisée, elle passe par l'Irlande, ensuite elle passe par la Hollande, elle repasse par l'Irlande, elle va aux îles Vierges, et on a siphonné 95% de la valeur. Donc en fait, mais par contre, la valeur boursière, elle, est toujours très forte. Donc d'une certaine manière, on finance les retraites américaines, mais ce qui finance nos retraites, puisqu'on a un modèle différent, c'est de créer des boulots en France de gens de votre génération qui sont bien payés, qui payent leurs impôts en France et qui donc cotisent aux retraites. Quels sont les boulots les mieux payés aujourd'hui? C'est les boulots d'ingénieurs. Donc en fait, développer une infrastructure en Europe avec des ingénieurs, avec du savoir-faire en Europe, c'est aussi un modèle qui met en avant une sorte d'équilibre. On a une opportunité, c'est-à-dire qu'on a d'excellentes écoles d'ingénieurs, on a un très bon niveau dans tous les domaines, d'ailleurs pas qu'en technique. On a la capacité de financement d'entreprises, puisqu'on a, en ce moment, tout le monde veut monter des startups, et on a cette possibilité de construire un modèle stable. Et d'une certaine manière, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Et là, il y a un vrai sujet, c'est que très souvent, on ne parle que de technique, de technologie, de stratégie, mais il y a aussi une vision. Quelle est la vision? Est-ce que c'est la terre brûlée numérique? C'est-à-dire qu'en fait, on détruit tout ce qui existe en Europe, et dans ce cas-là, on ferme Polytechnique, on ferme Centrale, on ferme les écoles d'ingénieurs. Ça ne sert plus à rien. Pourquoi financer de l'argent public? Pourquoi financer sa propre colonisation? Pourquoi financer des projets de recherche en intelligence artificielle avec Google, alors que ces mêmes projets sont utilisés pour saper la démocratie? Ça sert à quoi de dire qu'on est pro-climat quand on a fait élire indirectement le type qui a été le pire pour le climat, qui est sorti de l'accord de Paris le premier jour, quasiment, je crois, de ça. Et donc, on a un vrai sujet aussi, pas uniquement technique, mais aussi de cohérence politique. Et aujourd'hui, si on imagine que l'on va vivre dans le modèle chinois numérique ou dans le modèle américain, on peut essayer d'imaginer un modèle européen. Et pour que ce modèle existe, il faut des entreprises en Europe avec des gens qui suivent des règles européennes. On l'a fait dans la nourriture. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, si vous avez lu ce livre incroyable, Fat, Salt, Sugar. Donc, c'est un livre qui explique comment, depuis 50 ans, les grandes entreprises dans la nourriture ont rendu les produits addictifs le plus addictif possible. C'est pas les rendre addictifs, c'est le rendre le plus addictif possible en trouvant la bonne dose de graisse, de sucre et de sel, des choses dégueulasses que l'on achète et d'ailleurs que les gens pauvres achètent, qui se retrouvent ensuite à être diabétiques, à avoir des problèmes de santé. En plus, on ne les assure pas aux États-Unis, comme vous le savez bien. Donc, ce système a été aussi mis en œuvre dans les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont été pensés pour être le plus addictif, c'est-à-dire pour rendre des filles de 12, 13, 14 ans dépressives au point qu'elles puissent se suicider. Quand une fille en Angleterre veut se suicider, elle cite Instagram dans la liste des 10 raisons qui la poussent à faire ça. Donc, on a créé un monde absolument ignoble, et en plus, on nous explique que c'est pour le bien-être de l'humanité, parce qu'il y a aussi la tech for good, le plus gros bullshit des 10 dernières années. On nous explique que tout ça, en fait, c'est pas vrai. L'IA est une technologie militaire. Pourquoi on investit peu en IA? Pourquoi la Chine investit énormément? Pourquoi les États-Unis investissent? Ce sont des technologies de domination cognitive. Et après avoir éradiqué l'école bleue, maintenant on va éradiquer l'école blanc avec des outils, des algos qui vont en fait automatiser les tâches et qui font que des gens comme vous, qui sont censés avoir une autonomie cognitive, vous allez être totalement en fait rentrer dans des processus où on va vous expliquer que
parce que vous utilisez Google Docs, vous avez fait un produit collaboratif, alors qu'en fait, vous n'avez rien fait, le truc écrit quasiment à votre place. Donc, il y a un vrai sujet qui va au-delà. Je sais que je fais une petite aparté là-dessus, mais que la vision numérique, ce n'est pas uniquement quelle vision stratégique, c'est quelle vision de société. C'est vrai dans le domaine de l'écologie. Les deux opérateurs que sont OVH et Scaleway travaillent énormément pour économiser l'eau, pour l'électricité coûte moins cher. Les autres, ils sont californiens dans leur génétique, on va dire, mais ils sont texans dans leur façon d'utiliser l'énergie. C'est-à-dire que on se pose pas de questions, les serveurs ne sont pas recyclés. Enfin, on est vraiment dans une logique de consumérisme, d'extraction maximale. Et donc, il y a effectivement un vrai sujet, c'est qu'on ne peut pas basculer dans un monde numérique sans se poser la question quel est l'impact sur le climat, quel est l'impact sur la société, quel est l'impact sur le modèle social. Est-ce que le modèle qu'on veut, c'est d'avoir des migrants qu'on va automatiser as a service pour que des gens qui sont trop paresseux pour aller descendre au Félix Potin d'en bas. Parce que c'est ça aujourd'hui la Startup Nation un peu. C'est une partie de ça, on récupère l'argent public, on détruit le service public, et aussi on fait une forme d'esclavagisme cool as a service, évidemment, parce que c'est un peu et derrière tout ça, on ne fait pas les investissements essentiels. Et la première des choses, c'est de faire émerger des acteurs européens. Et ça, je pense ça sera un des combats de la présidentielle, puisqu'on tu parlais des questions de 2022. Quel modèle numérique? Il y a plusieurs modèles numériques. Il y a un modèle numérique où on ne fait plus rien et on permet à un petit nombre d'acteurs de capter toute la valeur. On n'investit plus dans la culture. On n'investit plus dans l'éducation. Vous imaginez, on a eu 2 ans où on était à la maison. Il n'y a pas un service public qui fonctionne. On aurait dû avoir l'équivalent de ce que fait Netflix pour tous les films. On aurait dû avoir l'équivalent d'un système d'éducation en ligne qui fonctionne. Vous savez que toute l'éducation nationale travaille sur Blackboard et de toute façon, l'éducation, il n'y a pas que le numérique qui va pas en ce moment. Sur la question de la santé, vous l'avez vu avec Stop Covid, enfin la blague de Stop Covid et tout ça, on a un vrai problème. C'est que quand on aura besoin d'infrastructures, imaginez quand même, on n'est pas fichu d'organiser la vaccination en ligne de tous les Français. On n'a pas les gens pour le faire. On est obligé de demander à Doctolib de le faire. Et Doctolib étant hébergé sur Amazon Web Services, d'une certaine manière, on est obligé de demander indirectement, de manière transitive, à Amazon Web Services de le faire. Donc il y a un vrai sujet, et je pense que c'est peut-être l'un des points sur lesquels vous allez réagir. Un autre numérique, un autre web est possible. En tout cas, moi, c'est mon credo, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Il faut arrêter de dire que ce qui existe actuellement fonctionne. Ça ne marche pas. On l'a vu pendant 2 ans. Il n'y a rien qui marche. Rien. On n'a pas été fichu de mettre en place des services qui fonctionnent dans le numérique. Les gens qui s'en occupent auraient dû se faire virer depuis des années. Vous imaginez quand même que les données d'Omicron, au moment où Omicron explose, on nous explique qu'on va fermer les vannes. Pardon, voilà, je parle un peu long, mais voilà. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure, sur la partie justement où les talents, les ingénieurs fuient un petit peu, enfin nous sont en tout cas volés quelque part parce qu'ils sont mieux payés ailleurs aussi. Il y a quand même aussi un autre phénomène qui arrive, c'est qu'on a une captation des compétences par le salaire certes, mais il y a aussi une captation des compétences par les formations mêmes qui sont proposées dans nos pays. Aujourd'hui, on ne forme pas plus beaucoup en quelque sorte d'ingénieurs sur des langages langages natifs en quelque sorte. On forme de plus en plus de techniciens de plateforme. Vous avez vraiment une multiplication des formations. Vous allez avoir développeurs cloud, ce qui veut absolument rien dire, clairement. En fait, c'est juste des techniciens qui savent utiliser une plateforme cloud. Donc, il va y avoir parfois un peu de code. Voilà, ils vont savoir utiliser une machine virtuelle. Je dis pas qu'ils sont incompétents, mais simplement ils sont spécialisés sur une plateforme, sur un produit de Microsoft. Simplon, par exemple, donne beaucoup de formations sur le cloud Microsoft Azure, ou sur du Google Cloud, ou sur de l'Amazon Web Service. Ce qui fait quoi derrière? C'est que c'est des gens qui dépendent en fait de ces entreprises-là pour travailler. Donc après, quand vous les embauchez, ils vont forcément faire la publicité de cette entreprise-là, parce que c'est là-dessus que leur spécialité se fait. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit. Et ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que cette stratégie de mise en formation sur le cloud qu'il y a actuellement, en fait, elle date, si on regarde au niveau de la transformation numérique, moi, avant de travailler à la DINUM, j'ai travaillé dans des startups, des entreprises et dans des agences. Et à un moment donné, quand j'étais en agence en tant que développeuse, j'avais une casquette de formation.
Et dans cette formation-là, on faisait des formations techniques et on faisait des formations transformation numérique. Et qu'est-ce qu'on enseignait, en fait, aux futurs responsables marketing en chambre de commerce et d'industrie? On enseignait comment utiliser Google Analytics, comment utiliser Google AdSense, comment utiliser Facebook Ads, etc. Donc moi, en étant, si vous voulez, je parle vraiment de ce que j'ai vu au quotidien dans ces années-là. Au bout d'un moment, ça m'a posé un réel problème et j'ai changé carrément d'activité en quelque sorte. Mais je suis aussi passée par là. Et donc, je pense qu'on a vraiment un problème. C'est pas de maintenant. Il y a des métiers qui ont été conçus. Je veux dire, si vous regardez les responsables référencement, SEO, SIA, etc., c'est des métiers qui sont conçus par les big tech en fait. Hein. Ça a été fait pour ces plateformes-là. Donc en fait, pareil pour Pôle emploi. Vous regardez les formations chez Pôle emploi. C'est pareil. Les formations chez Pôle emploi, ils vont pas vous dire apprenez le langage C, le langage machine. Ils vont vous dire apprenez à utiliser AWS par exemple. Donc c'est vraiment devenu quelque chose d'automatique en fait. Et derrière, ça donne quoi? Ça donne des transfuges. Ça donne des personnes qui vont derrière conseiller d'utiliser ces plateformes-là parce que c'est là-dessus que leur valeur professionnelle est en fait. Donc on a un vrai problème de formation là-dessus aussi. On a un vrai problème. On voit évidemment. C'est lié aussi au coût de l'enseignement, c'est lié au coût du service public. Et juste, après je vais laisser la parole, mais je voudrais quand même à mon sens, si vous voulez, la transformation numérique, de toute façon, elle est liée à quoi? Elle est liée à une logique qui est pas nouvelle, qui est celle de la modernisation, qui est celle de la modernisation des entreprises et de l'État. Ça date pas d'hier, ça date des années 70, 80. Je veux dire, Mitterrand, déjà en 81, disait, il y avait une charte de relation entre l'usager et l'administrateur, enfin et les administrations qui faisait la promotion de l'informatique. Donc il y avait déjà ça en fait, utiliser l'informatique pour améliorer les services publics. Mais en fait, il y avait quoi derrière surtout? Il faut qu'on puisse améliorer les administrations tout en réduisant le coût des administrations. Il y a toujours eu ça en fait dans l'idée de modernisation des administrations. Donc depuis les années 80, que ce soit en Europe ou en France, quand vous entendez modernisation, et aujourd'hui quand vous entendez transformation numérique, il y a cette idée qu'en gros avec le numérique on va gagner de l'argent. Et que du coup les restrictions budgétaires au niveau européen, c'est compatible. On peut baisser le coût des services publics grâce au numérique. Ce qui est totalement faux, puisqu'on sait très bien que derrière les services numériques, il faut des humains de toute façon. Il faut pouvoir appeler des gens, il faut pouvoir avoir des humains en face de soi, sinon on devient complètement fou devant son ordinateur quand on fait une démarche publique. On est assez d'accord là-dessus. Donc voilà, je vais laisser la parole, mais vraiment attention à toute cette partie formation et modernisation. Merci beaucoup. Alors moi j'aimerais vous relancer, Clotilde, sur un sujet plus axé défense. De manière générale, on a par les affaires Snowden, pour reprendre encore des choses, des concepts du grand public, Snowden, Assange, etc. Le problème de la guerre de l'information qui est lié aussi tout à fait particulièrement, de manière générale, à la montée en puissance des systèmes de cryptographie. On pense à l'encryption de bout en bout qui a été popularisée depuis les scandales autour de Facebook, WhatsApp, etc. Les gens maintenant sont tous sur Signal pour protéger leur communication. Comment, du point de vue des impératifs de défense aussi, des impératifs stratégiques d'accès à l'information sensible, la course à la cryptographie quantique ou autre, les nouvelles technologies de cryptographie peut poser des problèmes, et comment l'armée se positionne de manière générale sur la question de l'accès à l'information dans cette nouvelle période. Merci. Alors, un petit peu moins mes sujets, j'avoue, les questions de cryptographie. Mais je vais quand même essayer d'y répondre. Déjà, juste pour rebondir sur tout ce qu'on vient de dire, et peut-être juste pour souligner un point, c'est qu'on se rend compte très bien, là, à travers tous les échanges qu'on vient d'avoir, à quel point ces questions-là, donc on s'est beaucoup concentré sur le cloud, mais finalement, la souveraineté numérique, c'est fondamentalement multifactoriel. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision globale, transversale. On en a parlé, c'est donc des questions industrielles, on l'a dit de long en large, les questions de la formation, je pense à ça, on peut ajouter aussi la question de la sensibilisation, donc sensibilisation des décideurs politiques, mais aussi de la population un petit peu à tous ces enjeux-là, des questions politiques, de positionnement, de vision stratégique, et on l'a vu aussi donc des questions économiques, d'investissement, etc. Donc en fait, il faut vraiment avoir, je pense, la vision transversale, multifactorielle et globale de ces enjeux-là, et tant qu'on ne l'a pas complètement, et qu'on se rend pas compte aussi de tout ce qu'il y a derrière, donc toutes ces antennes, je pense qu'on aura du mal à avancer. Sur la question de la course à l'innovation, alors peut-être juste la question de l'accès à l'information. En fait, je pense que les questions qui se posent dans le monde de la défense sont à peu près les mêmes que celles dans le domaine civil, juste en fait de manière exacerbée.
c'est que c'est une sorte de lentille un petit peu qui pousse à leur paroxysme tous les enjeux qu'on peut retrouver. Donc parce qu'on a une criticité, une sensibilité des données qui est particulièrement élevée dans ce domaine-là, parce que en fait la question voilà typiquement des talents, des recrutements, des compétences en fait à acquérir est encore plus marquée, je pense, dans le domaine de la défense, en tout cas dans les ministères peut-être aussi, mais particulièrement le ministère des Armées aussi, particulièrement poussée. Et puis qu'en plus on a aussi une particularité militaire qui est la fonction combattante, que là pour le coup on retrouve pas ni dans le domaine civil ni dans les autres ministères, où en fait tous ces systèmes d'information et donc toutes ces technologies, donc de la cryptographie aussi évidemment, mais y compris du cloud, donc des choses finalement assez basiques, on va dire, assez communes, doivent répondre à des exigences sécuritaires, mais aussi à des exigences opérationnelles. Parce qu'en fait, la différence, c'est que vous avez des hommes qui vont être déportés sur des théâtres, donc vous êtes dans des environnements qui sont extrêmement contraints, qui sont parce que vous êtes forcément vos systèmes sont forcément plus menacés parce que ils ont une sensibilité qui est exacerbée aussi, et parce que vous avez des besoins de mobilité, des besoins de connexion, etc. Donc la question était du coup sur cette course à l'innovation. C'est ça. Sur l'OSINT aussi, parce que l'armée, Ah oui. par exemple, peut s'intéresser à l'accès. Ouais. Voilà. D'accord. Bah, alors évidemment, ouais, l'armée s'intéresse énormément à tous ces sujets parce que c'est une source qui n'est pas, enfin qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui sur ces questions-là. Oui, après, ouais. évidemment qu'on s'y intéresse. Ouais. Donc, toujours dans Tout existe en Europe. C'est bon, on a des clouds volants sur des drones autonomes avec des réseaux mesh qui se reconfigurent, tout avec du logiciel libre fait par des PME. Donc pour le futur chasseur de 5e ou 6e génération, tout existe en Europe. Donc c'est un exemple de plus. Et sur la défense, je crois qu'il faut se souvenir du contrat Open Bar de Microsoft à la défense en France. Juste pour l'histoire, c'est un contrat qui lui-même dérive du contrat Open Bar Microsoft de l'Elysée, classé défense, qui lui-même dérive d'un contrat Open Bar Microsoft en Égypte, qui lui-même dérive d'un contrat Open Bar Microsoft en République centrafricaine. C'est en fait, il y avait un problème à une époque avec les gouvernements africains qui payaient pas leur licence pour toutes les copies de Word et autres. Et donc il y a des gens qui ont eu cette idée de contrat Open Bar. Puis à la fin, c'est tombé à l'Élysée, puis à la Défense, puis aux affaires sociales, puis etc. Et donc, je pense qu'il faut aussi se poser cette question de, je sais pas comment on peut être souverain à la Défense avec du Windows et du Office partout et du code dont on ne sait pas ce qu'il fait.